Bien, mes chers collègues, notre audition de cet après-midi se tient dans le cadre de nos travaux pour étudier et rechercher les causes de la variation et des écarts des prévisions fiscales et budgétaires des administrations publiques pour les années 2023-2024, pour lesquelles notre commission s'est vue octroyer les prérogatives d'une commission d'enquête. Ces auditions obéissent à un régime des auditions d'une commission d'enquête tel que prévu par l'article 6 de l'ordonnance 58-1100 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires. De façon générale, le bureau de la commission a décidé que ces auditions seraient publiques. Les deux rapporteurs de l'enquête, M. Éric Ciotti et Mathieu Lefebvre, ont élaboré un questionnaire écrit qui a été communiqué à la personne auditionnée, qui vous a également été transmis. Dans un premier temps, après avoir fait prêter serment à la personne auditionnée, puis avoir écouté son propos liminaire, moi-même ainsi que les rapporteurs poseront des questions. Les commissaires appartenant aux différents groupes pourront évidemment faire de même. Le président et les rapporteurs pourront, s'ils l'estiment nécessaire, procéder à des relances si des réponses semblent satisfaisantes. Je rappelle que notre audition est transmise en direct sur le site de l'Assemblée nationale. L'enregistrement audiovisuel sera ensuite disponible à la demande. Madame Claire Thiriot-Quante, j'espère que je prononce bien. Vous êtes ministre conseillère pour les affaires économiques et chef du service économique régional de Berlin. Je ne vous vois pas, mais je vais vous demander de prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité avec la vérité. Ah si, je vous vois, pardon, excusez-moi. Je ne vous voyais pas, mais maintenant je vous vois. Madame Thiriot-Quante, je vous invite à lever la main et à dire « je le jure ». Ah, on ne vous entend pas. Alors, attendez. Voilà, non, c'était... Je le jure, Monsieur le Président. Merci beaucoup, chère madame. Bien, je vous donne la parole pour des propos liminaires. Je vous remercie, Monsieur le Président, messieurs les rapporteurs, mesdames et messieurs les députés. Alors, je dirais peut-être deux mots sur l'émission du CER de Berlin. Actuellement, nous réalisons donc des analyses sur les politiques publiques, économiques et financières de l'Allemagne pour nos administrations et nos autorités. Nous suivons les dossiers européens de manière à identifier les convergences et les divergences et faire un travail d'influence auprès des acteurs politiques et économiques et voir des propositions pour renforcer la coopération entre nos deux pays. Enfin, nous contribuons à la diplomatie économique pour promouvoir l'attractivité de la France et renforcer l'export et les relations économiques entre nos deux pays. Voilà, c'est un peu pour expliquer nos missions. Donc, mon propos liminaire en réponse à votre questionnaire s'articulera en 4 volets. En premier lieu, je retracerai les finances publiques allemandes depuis la crise financière. Et cette rétrospective permettra de dresser un constat, l'attachement bien connu de l'Allemagne à la discipline budgétaire. Dans un second temps, je présenterai la gouvernance des exercices de prévision dans le cadre de l'élaboration des lois de finances, mais aussi des documents budgétaires européens. Dans un troisième temps, j'exposerai les écarts de prévision du gouvernement et détaillerai notamment les écarts à l'exécuter pour les exercices 2023-2024, 2 cycles budgétaires qui ont été marqués par des chocs économiques externes et des incertitudes politiques internes assez élevées. Et en dernier lieu, je comparerai les prévisions du gouvernement à celles des prévisionnistes indépendants, notamment de la place. Donc, pour commencer, avec cette rétrospective sur les finances publiques allemandes depuis la crise financière, on verra, et là je vais vous présenter un PowerPoint en espérant qu'il est visible de votre côté, donc qui retrace la trajectoire des finances publiques depuis 2010, mais 2009, jusqu'à aujourd'hui. Donc sur la période post-crise financière, on voit que l'Allemagne est parvenue à redresser immédiatement son déficit, qui est passé de moins 4,4 à moins 0,8 dès 2011, et ensuite des excédents budgétaires au cours de la décennie 2010. Cet effort de consolidation, comme on le voit, a concerné l'ensemble des administrations publiques, communes, Länder et organismes de sécurité sociale. Ceci s'est traduit par une forte diminution de l'endettement public qui a été ramené de 83% en 2010 à 60% en 2019. Donc, je ne rappellerai pas, on pourra y revenir si vous le souhaitez, les facteurs de ce redressement et de cette consolidation budgétaire, mais je dirais, outre des réformes structurelles qui ont été faites au début des années 2000, la conjoncture mondiale sur la décennie 2010 jusqu'à 2019 qui était plutôt favorable au modèle économique allemand porté sur les exportations. Et enfin, évidemment, le troisième facteur, c'était l'attachement politique à la réduction de la dette qui est reflété par l'inscription en 2011 dans la loi fondamentale du mécanisme dit du frein à la dette. J'y reviendrai également si vous le souhaitez un peu plus tard. Alors depuis 2020,
Alors, la pandémie et puis la crise russe, la guerre russe en Ukraine et la crise énergétique qui sont suivis ont constitué des défis majeurs pour l'économie allemande et les gouvernements de coalitions successifs, dont le dernier, la coalition dite Ampel, qui était formée par les sociodémocrates, les libéraux et les Verts, qui ont pris leur fonction en novembre 2021. Le gouvernement Ampel, en fait, a prolongé la suspension du frein à la dette qui avait été suspendu pendant la pandémie, pour pouvoir adopter des programmes massifs pour soutenir les entreprises, les ménages et limiter la hausse des factures énergétiques. Malgré tout, depuis cette période, comme on le voit ici, donc le déficit s'est creusé jusqu'à moins 4,4 en 2020 et est repassé à partir de 2023 en dessous des 3%, puisqu'il s'est établi à moins 2,6%. Je passerai donc maintenant à l'exercice de prévision des finances publiques, comment ça fonctionne en Allemagne. Et je vous présenterai un graphique, enfin un schéma qui montre sur l'année le déroulé des différents calendriers d'exercice de prévision et coordonnés, donc élaborés en lien avec l'établissement des documents, la loi de finances d'une part et les documents budgétaires européens d'autre part. Ce sont deux exercices totalement distincts. Et c'est pour ça que c'est un peu compliqué, mais je vais quand même prendre d'abord la loi de finances et ensuite les documents dus à la Commission européenne au titre du pacte du programme de stabilité et des projets de plan budgétaire. Donc, comme on le voit, c'est le cycle budgétaire traditionnel. Il commence pour la loi de finances fédérale. Il commence par des prévisions qui sont faites en fait par le ministère de l'économie, le ministère de l'économie, en janvier, mais réactualisé en avril, et donc qui met les grandes hypothèses macroéconomiques, activité, inflation, etc. Donc, en avril, sur cette base, le ministère des Finances, en avril, coordonne les prévisions de recettes fiscales pour tous les échelons administratifs, hors champ social. Alors, ces prévisions sont réalisées collégialement par un groupe de travail qui est présidé par le ministère des Finances et qui associe un certain nombre d'acteurs, gouvernementaux ou non gouvernementaux, et notamment le ministère de l'économie, les 5 instituts de recherche qu'on appelle, qui constituent le diagnostic commun, l'Office fédéral des statistiques, la Bundesbank et le Conseil des sages, l'équivalent de notre Conseil d'analyse économique, et puis les ministères des finances des Länder, mais aussi l'Association des communes. Donc c'est un organisme collégial dont la mission est d'établir les estimations de recettes fiscales pour l'ensemble des niveaux d'administration hors champ social, encore une fois. Alors, chaque membre, mais surtout les instituts, arrivent avec leurs propres estimations pour chaque impôt. Et ces estimations sont discutées jusqu'à parvenir à un consensus. Donc, c'est une discussion technique. Et ces estimations sont ensuite publiées. Ça, c'est l'exercice pour les recettes. Les prévisions en dépenses sont plus classiques, je pense. Elles ne font pas l'objet d'un groupe de travail dédié, mais elles sont l'objet d'échanges entre les ministères techniques et le ministère des Finances, et puis avec les arbitrages politiques en cas de désaccord. Donc, sur la base de ces informations et de ces prévisions, le ministère des Finances élabore le projet de loi de finances et aussi en parallèle la loi fiscale. Sur la base du scénario à législation inchangée, donc les partis où les ministres discutent des mesures nouvelles en dépenses et en recettes en vue des arbitrages qui ont lieu juste avant l'été, puisque le dernier Conseil des ministres avant la pause estivale est en juillet, début juillet, c'est celui où le Conseil des ministres adopte le projet de loi de finances. Celui-ci est transmis immédiatement au Bundestag, qui commence à l'examiner en première lecture en septembre. À l'automne, l'ensemble des prévisions va être réactualisé dans les mêmes conditions qu'en avril, en amont de la deuxième lecture du projet de loi de finances fédérale au Parlement, qui a lieu en novembre-décembre. Le cadrage macroéconomique et le volet recettes du projet de loi de finances fédérale de juillet est lui-même révisé en conséquence par le BMF, le ministère des Finances,
et y compris pour tenir compte de l'impact des nouvelles prévisions macroéconomiques sur le plafond du déficit autorisé par le frein à la dette. C'est ce qu'on appelle la composante conjoncturelle. Muni de ces derniers éléments, le Bundestag, mais en l'occurrence la commission du budget, tient une réunion de conciliation pour faire les derniers arbitrages en fonction des dernières hypothèses macroéconomiques et des dernières informations sur les recettes. Ces prévisions, élaborées pour les besoins de la loi de finances fédérale, ne contiennent aucune donnée de finances publiques selon les conventions maastrichtiennes. Donc, pour arriver en fait aux prévisions qui sont envoyées dans le cadre du semestre européen aux institutions européennes, il y a un deuxième exercice qui se déroule en parallèle. Et c'est parce que le ministère des Finances réalise en fait des prévisions exhaustives de finances publiques, toute administration publique, que dans le cadre de ces documents transmis à la Commission européenne, donc le projet de plan budgétaire en octobre, le programme de stabilité en avril. Alors, compte tenu des délais de préparation de ces documents, en fait, le ministère des Finances, de manière assez étonnante, ne tient toutefois pas compte des dernières prévisions économiques actualisées, qui ont été actualisées pour les besoins de l'élaboration de la loi de finances. Donc, ni des dernières prévisions macroéconomiques d'octobre, ni des prévisions de recettes fiscales également établies en octobre. Alors, il en résulte que les prévisions de finances publiques maastrichtiennes, qui sont contenues dans les documents, projet de plan budgétaire et des programmes de stabilité, s'appuient en fait sur des prévisions sous-jacentes qui sont réalisées 3 à 6 mois avant. Pour construire ces prévisions, outre les estimations donc un peu décalées dans le temps, dont j'ai parlé sur les recettes, il y a aussi des informations et des prévisions qui remontent notamment des organismes sociaux, les prévisions sont coordonnées par les ministères sociaux, notamment santé et affaires sociales, en lien avec les organismes et les caisses de sécurité sociale. Les prévisions donc, de finances publiques maastrichtiennes font l'objet d'un avis qui est publié par un comité consultatif du Conseil de stabilité, qui est l'équivalent de notre Haut Conseil aux finances publiques. Donc, ce comité est chargé de surveiller le respect du cadre budgétaire national et aussi européen. Mais ces avis, en fait, ne sont formulés qu'une fois les documents européens envoyés à la Commission européenne. Et ensuite, ces avis disposent d'une moindre visibilité et sont moins commentés. Et le comité lui-même déplore d'ailleurs régulièrement le manque de transparence et d'actualisation des prévisions du gouvernement pour les besoins du semestre européen, en particulier s'agissant des prévisions de croissance ou la non prise en compte des mesures nouvelles et leur chiffrage. Ça, c'est donc la gouvernance des prévisions des finances publiques pour les deux exercices. Alors, maintenant, pour venir directement au sujet des écarts. Pour venir au sujet des écarts, on constate que la discipline budgétaire ne prémunit pas le gouvernement contre les écarts de prévision. Alors là, on a retracé ce qui s'est passé depuis 2013, donc là où c'est les premiers projets de plans budgétaires qui ont été élaborés. On s'aperçoit que le solde public atteint par l'Allemagne, donc voilà, je vais vous présenter 2 tableaux, donc qui présentent d'une part l'exercice pour l'année 2023 et l'exercice pour l'année 2024. Alors, ce qu'on constate dans ces 2 tableaux, c'est que donc le solde public a été systématiquement supérieur. On parle de 23, 24. Donc, je suis allée un peu trop vite là, je pense. J'étais en train de retracer le 2013.
Pardon, excusez-nous, il y a un petit problème de coordination entre nous. Mais donc, j'étais en train de parler de 2013, la décennie 2010, où donc le solde public a été systématiquement supérieur aux prévisions réalisées sur la décennie 2010. Et que ce pessimisme de prévision est plus prononcé s'agissant du solde public que pour la croissance. Alors, il n'y a pas officiellement d'éléments explicatifs, mais quand on regarde d'un peu plus près ce qui s'est passé, on voit que cet écart peut s'expliquer par une sous-exécution chronique des budgets allemands qui n'est pas pleinement anticipée dans les prévisions du gouvernement. Excusez-moi, vous commentez un tableau, mais on ne l'a pas sous les yeux, là. On a un slide marqué prévision du gouvernement, mais on n'a plus le tableau. Normal? D'accord. Oui, c'est normal parce que là, on va vous passer le tableau qui concerne les exercices 2023-2024. Et là, je retraçais ce qui s'était passé entre 2013 et 2019. D'accord. Voilà. Et donc, on constatait sur cette période-là que les prévisions étaient systématiquement pessimistes par rapport au réalisé, que ce soit en termes de croissance ou en termes de solde public. Et on donnait un élément d'explicatif qui était la sous-exécution des budgets allemands, et notamment quand on regarde ce qui se passe au niveau des échelons locaux. Il semblerait que, notamment les communes qui sont chargées à peu près de 60% des investissements sur l'ensemble de l'Allemagne, ont du mal à décaisser et à engager les projets, même si elles ont été dotées financièrement. Alors, depuis 2023, et c'est là qu'on passe au tableau dont je voulais vous commenter, c'est ce qui s'est passé sur les deux derniers exercices, 2023 et 2024. On constate que l'écart des prévisions à l'exécuter, dans le tableau, voilà, pour 2023, c'est l'écart des prévisions à l'exécuter s'est inversé et l'excès de pessimisme a cédé la place à un excès d'optimisme. Donc, première colonne, on voit les prévisions réalisées, par exemple, le 15 octobre, pour le projet de plan budgétaire de 2023, qui a été envoyé à la Commission le 15 octobre, où on voyait qu'on avait un solde public de -2 et une croissance réelle de 2,5. Donc, voilà. Et au final, le solde s'est révélé donc plus négatif et la croissance également plus négative. Donc, on a eu là, comme je disais, plutôt une prévision optimiste. Et on constate dans les deux cas que 2024, la même chose, avec des écarts pour le solde, en tout cas, entre le solde initial prévu et l'exécuté, un écart de -0,6. Et pour la croissance, également, un écart, une différentielle de 1,8. Bon, en fait, effectivement, il y a une grosse crise, 2 années de récession en Allemagne. Et du coup, ça a rejailli sur l'exécution budgétaire. On a, dans ce tableau, on voit, et c'est encore plus vrai, je pense, dans le tableau pour 2023, on voit que les points intermédiaires aussi varient de manière un peu inexpliquée, on va dire. Et en fait, ça montre vraiment que la difficulté, en période, on va dire quand même un peu chamboulée, de crise, la difficulté de faire des prévisions, et c'est le reflet des incertitudes conjoncturelles. On voit aussi que tous les échelons, alors pour 2023, c'est plutôt l'échelon fédéral qui a porté l'écart de déficit, alors que pour le 2024, et c'est une première quasiment, c'est que c'est l'échelon sécurité sociale et locale qui a enregistré des déficits. Bon, donc je disais, l'Allemagne a connu 2 années de récession. Je n'y reviendrai pas. Les raisons sont assez connues. La conjoncture mondiale, des mesures protectionnistes, des difficultés de l'industrie, des prix de l'énergie qui sont restés élevés,
Et puis un niveau d'incertitude au plan interne, avec une coalition vraiment gouvernementale qui n'arrivait pas à s'entendre sur les solutions, et d'ailleurs qui a éclaté en novembre dernier. Tout ceci a suscité des comportements d'attentisme, et les taux d'épargne, on a vu, sont restés bien en deçà du tendanciel d'avant 2020, et l'investissement privé également a été très faible. Alors, pour la dynamique des recettes et des dépenses, sans aller trop dans le détail, les choses ont joué un peu dans les deux sens, mais ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a une grande cohérence entre la dégradation de la conjoncture et la baisse des rentrées fiscales, qui parfois a été amplifiée par le fait qu'il y a eu des mesures fiscales qui ont amplifié le manque à gagner. Je m'explique, par exemple, en Allemagne, on n'a pas une réindexation automatique des barèmes de l'impôt sur le revenu. C'est décidé d'une année sur l'autre. Et évidemment, après une année d'inflation, quand même, en 2022, l'inflation avait atteint 8,7%. Il a fallu, le gouvernement a décidé tout à la fin, à la dernière session en décembre, donc vraiment juste avant le nouvel an, d'indexer ces barèmes, avec une indexation forte, hein, et ça s'est traduit par, en quelque sorte, moins 20 milliards par rapport à la prévision initiale qui elle-même n'avait pas anticipé une inflation aussi élevée. Pour 2024, on voit aussi que les prévisions de recettes se sont dégradées et en lien vraiment avec la conjoncture économique. Et aussi avec un phénomène qui était que on constate par exemple que la TVA sur les importations a aussi baissé. Et là, on lit directement au fait que les prix de l'énergie et les prix de l'énergie à l'importation ayant baissé, la TVA a également baissé. Enfin, les recettes de TVA ont baissé. Pour les dépenses, évidemment, ça a été l'effet inverse. Donc 2023, on est dans le plein du fonctionnement et du déploiement des mesures de soutien conjoncturel et de stabilisation des prix de l'énergie en Allemagne. Vous vous souvenez peut-être que, en gros, avec 4 plans successifs, l'Allemagne a annoncé vouloir mobiliser 300 milliards sur fin 2022, 2023, un peu 2024, pour stabiliser l'économie, soutenir le pouvoir d'achat, etc. Bon, en réalité, une partie de ces montants a vraiment été dépensée, et ceci est à relier directement au fait que les prix de l'énergie ont reflué plus que ce qui était initialement envisagé. Donc, le coût n'avait pas été complètement anticipé, mais il a été moindre que ce qui aurait pu être si tout cet argent qui avait été mis à disposition, qui avait aussi une intention d'effet psychologique, avait vraiment été dépensé. Donc, côté dépenses également, il y a eu des dépenses qui étaient difficilement anticipables, qui liées à la guerre en Ukraine, qui étaient l'afflux des réfugiés. L'Allemagne a reçu un peu plus d'1 million de réfugiés ukrainiens, et donc il s'est répercuté sur les dépenses sociales, notamment les dispositifs de minimaux sociaux auxquels avaient droit les réfugiés. Et puis aussi des dépenses militaires à l'Ukraine qui ont également dépassé ce qui avait été prévu en loi de finances initiale. Pour les échelons locaux, même dynamique, des dépenses donc, qui ont aussi, dirons-nous, augmenté plus que prévu face à l'inflation, parce qu'il y a eu les frais énergétiques, il y a aussi des frais de fonctionnement, les salaires qui ont augmenté suite à des hausses de salaires significatives dans la fonction publique. Les organismes de sécurité sociale ont affiché également un déficit. Alors là, je dirais, c'est porté par la branche maladie et donc ce n'est pas forcément lié à la conjoncture, mais là, c'est plus une difficulté probablement. Il y a eu aussi des modifications législatives qui ont fait que les prestations ont été un peu plus remboursées généreusement, etc. Bref, il y a eu un déficit des organismes de sécurité sociale, mais surtout de l'assurance maladie,
en 2024, d'où le déficit pour la première fois affiché par cette sphère sociale. Dernier point, vous avez peut-être en mémoire qu'il y a eu également une décision importante de la Cour constitutionnelle de Karlsruhe en novembre 2023 qui a contraint le gouvernement à accélérer la consolidation budgétaire. Alors vous me direz, c'est contradictoire avec le -2, -6, mais justement, en creusant un peu, on s'aperçoit que s'il n'y avait pas eu l'impact de cette décision budgétaire, probablement le déficit aurait été plus important que prévu. Et l'autre effet modérateur dans, je dirais, un déficit qui a été plus important que prévu, ça a été aussi, de nouveau, ce que j'expliquais également pour la période de la décennie 2010, c'était les écarts à l'exécuté qui reflètent probablement, encore une fois, la sous-exécution de certaines dépenses, notamment sur les postes investissement. Il y a une étude récente qui est parue de l'Institut d'économie de Bologne qui a retracé sur 100 milliards à peu près d'investissements qui étaient prévus en loi de finances 2023, investissements d'avenir, donc numérisation, mobilité, climat, logement, éducation, R&D, en fait, 20% n'auraient pas été dépensés. Voilà. Donc là aussi, un effet modérateur sur, je dirais, le dérapage et donc des prévisions aussi qui n'intègrent pas manifestement cette sous-exécution qui se répète pourtant d'année en année. Dernier point, donc, comment se comparent ces prévisions du gouvernement à celles des prévisionnistes indépendants, qui soient d'ailleurs en Allemagne ou internationaux. Alors, en fait, l'Allemagne dispose d'un écosystème très riche de prévisionnistes indépendants qui réalisent à la fois des prévisions macroéconomiques, mais aussi des finances publiques 2 à 3 fois par an. Ces prévisions, il y en a 2 qui retiennent l'attention. Ce sont les prévisions de ce qu'on appelle le diagnostic commun. Ce sont 5 instituts qui se mettent ensemble et qui, chaque année, en mars et en septembre, produisent des prévisions à la fois sur la croissance et sur les soldes. Et c'est prévu. Donc voilà. Là, ici, vous avez donc, j'espère que c'est lisible, le gouvernement en rouge. Les points en rouge, ça c'est pour l'année 2024, et puis en bleu les institutions internationales et en gris les institutions nationales. Et on voit vraiment, que ce soit pour le solde public que pour la croissance, que chacun, à peu près à la même période, a révisé à la baisse ses estimations. Voilà. D'où le constat qu'on ne peut pas vraiment dire qu'il y en a un qui a mieux fait son travail que l'autre, je dirais. Le ministère d'ailleurs de l'économie, face à ces prévisions, est amené à se positionner, voire à justifier d'éventuels écarts avec les prévisions des instituts indépendants, que ce soit en janvier, au printemps, à l'automne, à chaque fois qu'ils publient ces prévisions macroéconomiques. Donc, ça explique en quelque sorte que les écarts de prévision de finances publiques soient relativement peu commentés dans le débat public en Allemagne. Voilà. Donc, ça, c'était un peu, je dirais, l'analyse que je voulais vous présenter. Et peut-être, je me permettrai de donner quelques observations tirées, finalement, de cette analyse. Bon, clairement, les années 2023 et 2024 ont été des années de crise. Contexte économique très dégradé et l'inflation ont rendu très incertains les exercices de prévision, quels qu'ils soient. Deuxièmement, le processus budgétaire lui-même a été largement impacté et bousculé par des événements, je dirais, externes. D'abord, l'accord de coalition a quasiment explosé et est devenu caduc avec la grosse crise venue de la guerre russe en Ukraine. La décision de la Cour constitutionnelle à Karlsruhe aussi, c'était quelque chose qui a imposé en cours de route de revoir la loi de finances. Et puis, bon, dernier épisode en date, c'est l'éclatement de la coalition en novembre 2024 qui fait que le gouvernement n'a pas pu adopter de loi de finances pour 2025. Les prévisions des finances publiques, il y a de nombreux acteurs, comme on l'a vu,
Et en fait, on a l'impression que de ce fait, c'est le reflet du fédéralisme, de l'organisation et de l'indépendance des différentes sphères. De ce fait, en temps de crise, la difficulté, je dirais un peu structurelle, de réagir et d'être assez rapide dans la publication des prévisions, en tout cas en ce qui concerne les prévisions pour le cadre européen. Comme on l'a dit et comme on l'a vu, en général, les documents se basent sur des hypothèses macroéconomiques et de soldes qui datent de 3 à 6 mois. Les écarts de prévision ne suscitent pas de débat en Allemagne. Ce qui suscite du débat en Allemagne, c'est plutôt le bien fondé ou non du frein à la dette et le besoin de former. Et en temps normal, dernier soir, vous l'avez vu, comme en temps de crise, il y a quand même un niveau de dépenses publiques, même si c'est budgété, qui n'arrive pas à être engagé par les échelons administratifs et notamment les échelons locaux. Voilà, je vous remercie de votre attention et je suis bien sûr à votre disposition pour questions. Merci, merci bien pour ces propos liminaires. J'ai plusieurs questions, mais alors du coup, j'ai en premier lieu deux questions qui viennent en complément de votre exposé. Vous avez dit que 60% des investissements venaient des communes et qu'elles avaient eu finalement du mal ces dernières années à les assumer parce qu'elles n'arrivaient pas à décaisser en complément, si j'ai bien compris, d'investissement de l'État, si j'ai compris. Hein. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi? Est-ce que d'abord c'est quelque chose de très différent d'avec les autres années? Et quelles sont les raisons pour lesquelles elles ont eu ces difficultés à décaisser? Alors, je ne sais pas sur le niveau des volumes si c'est particulier à ces 2 dernières années où il y a eu une moindre capacité à engager la dépense publique, mais comme je l'avais expliqué, c'est quand même assez chronique comme phénomène. Alors, ça n'est pas uniquement du fait des communes, d'ailleurs, ça peut être aussi du fait du niveau fédéral. Et du coup, j'en prendrai par exemple, alors c'est encore un cas un peu exceptionnel, mais les dépenses militaires ou du coup le nouveau fonds qui a été créé en 2022 pour se doter, pour permettre à l'Allemagne d'acheter des équipements, le fameux Zeitenwende. En fait, ils ont constitué un fonds d'ailleurs hors frein à la dette, mais ce fonds, pendant les 2 premières années, n'a pas réussi à décaisser parce que tout simplement les procédures sont extrêmement lourdes. Voilà, les procédures sont extrêmement lourdes en Allemagne pour engager un projet, qu'il soit privé ou public. C'est-à-dire qu'on a des procédures d'autorisation, on a des procédures, des contestations. Enfin, tout projet, c'est le gros sujet actuellement, d'ailleurs dans la campagne électorale, le gros sujet de trop de bureaucratie. Et ben, ça touche les acteurs privés comme les acteurs publics. Le deuxième facteur est probablement aussi une capacité administrative un peu limitée au niveau des communes. Alors, je donnerai un exemple très simple, c'est que par exemple, il y a une numérisation au niveau des administrations, qu'elles soient d'ailleurs fédérales ou locales, très limitée encore en Allemagne, où à ma grande surprise, par exemple, peut-être ça a un peu évolué ces derniers temps, en tout cas quand je suis arrivée, il y avait encore le fax qui était utilisé pour communiquer entre les différentes administrations. Voilà. Donc, je dirais qu'il y a un sujet structurel qui est lié à la complexité des règles et aussi à un problème de capacité qui peut expliquer cette sous-exécution chronique sans que je puisse vous dire si 2023-2024 a été un exercice particulier en la matière. D'accord. Tout à l'heure, vous avez dit que le ministère a dû justifier d'éventuels écarts par rapport aux chiffres des institutions indépendantes. Comment ça se concrétise, cette justification? Elle est obligatoire? Auprès de qui elle se fait?
Alors, pour les exercices dont on vient de parler, ils seraient obligés de se justifier publiquement, je pense, mais ils ne l'ont pas fait au cours des deux derniers exercices, puisqu'il n'y avait pas d'écart à constater. Donc, ils étaient tous à peu près d'accord sur les hypothèses de croissance et de finances publiques. Oui, mais ma question, justifiée auprès de qui? Enfin, excusez-moi, mais je veux dire, dans quel cadre se fait... Alors, vous m'avez dit, il n'y a pas eu les autres années, parce que c'était... Mais dans quel cadre ça se fait, cette justification? Elle est obligatoire? Il y a des comptes à rendre par rapport au Parlement? C'est quoi le cadre? Est-ce qu'il y a un cadre réglementaire de ça? Ok. Donc, en fait, c'est au moment où ils publient leurs prévisions, leur rapport, le rapport économique, en particulier du ministre de l'économie, qui lui-même présente, celui-là est en janvier, il doit lui-même, à l'intérieur du rapport, il explique pourquoi, éventuellement, il diverge du diagnostic commun sur les hypothèses de croissance ou sur les hypothèses de croissance, puisque c'est là, pour lui, pour le ministère de l'économie, c'est son rôle, c'est les indicateurs macroéconomiques. Donc, il le fait dans le rapport. C'est comme une procédure contradictoire, internalisée, puisque ces rapports des autres instituts sont sortis quelques semaines avant. D'accord. Donc c'est une fois dans l'année, au moment du rapport, c'est pas, ils ne sont pas obligés de revenir, je ne sais pas moi, sur une période définie dans l'année pour justifier tel ou tel écart. C'est au moment du rapport. C'est ça, hein. De presse. Donc, le gros moment, c'est effectivement en janvier, fin janvier en général, où ce rapport économique est publié. Ensuite, il y a une réactualisation, mais plus légère, qui a lieu en avril et en octobre. Et là, c'est pareil, mais c'est des documents beaucoup plus légers. Et il le ferait, mais il ne l'a pas fait ces 2 dernières années, il le ferait s'il y avait des écarts. Il le ferait par écrit à l'intérieur de ces documents qui accusent les données macroéconomiques qu'il a présenté en janvier dans le rapport économique du gouvernement. D'accord, merci. Au cours de leurs auditions par cette commission d'enquête, les anciens membres du gouvernement ont relativisé l'importance de l'écart des prévisions par le caractère exceptionnel de l'élasticité des prélèvements en 2021-2022. Par exemple, c'est ce que nous a dit Gabriel Attal. Et ils ont évoqué un phénomène finalement assez similaire au Royaume-Uni et en Allemagne pour montrer que cette erreur était inévitable. Je voudrais donc savoir si l'Allemagne a connu des écarts si importants entre l'élasticité prévisionnelle et l'élasticité observée, aussi important qu'en France. On se continuera à demander. Oui. Dans nos échanges avec le ministère des Finances... Ah, pardon. Bah, si. Si, c'est bon, allez-y. D'accord. Ils n'ont pas fait état de difficultés particulières, en tout cas sur ces 2 dernières années, sur les questions d'élasticité des différents impôts, donc effectivement rapportés à l'évolution de l'activité. Ils ont juste, ils nous ont expliqué qu'ils ont eu du mal, mais c'est apparemment habituel, à évaluer les recettes de l'impôt sur les sociétés, voilà, qui est assez difficile à capter. Et au contraire, ils ont dit que ces difficultés avaient été plus prégnantes pendant la pandémie, où là, ils avaient effectivement eu du mal, ils avaient eu du mal à les hypothèses qu'ils avaient prises ne s'étaient pas révélées confirmées, notamment au niveau de la TVA. Voilà, il y a eu des comportements de consommation qui ont été différents de ce qui avait été attendu. Voilà. Donc, pas de difficultés particulières en matière d'élasticité sur les 2 derniers exercices, quel que soit l'impôt. Oui, avec... ouais. D'accord, merci. L'Institut des politiques publiques qu'on a auditionné ici a réalisé une étude sur la surestimation des recettes de TVA en 2024. Dans cette publication, il indique qu'en Allemagne, la prévision de recettes de TVA avait effectivement été supérieure de 4% aux recettes effectives,
Bon, c'est un écart moins important qu'en France puisque les recettes ont été surestimées de 5,5. Est-ce que les origines de cet écart ont-elles été étudiées en Allemagne sur la TVA? Pour 2024, non. 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 Et d'ailleurs, non. De manière générale, alors 2024, c'est juste, on vient juste la semaine dernière d'avoir les premiers rapports d'exécution provisoire où il n'y a pas tous les détails. Donc même nous ne sommes pas en mesure de regarder ça de près. Et de manière générale, en fait, ils n'ont pas fait d'exercice d'évaluation eux-mêmes de leurs prévisions sur les dernières années. Voilà, c'est pas quelque chose sur lequel ils se sont penchés récemment. Et s'agissant de la TVA et de la baisse des recettes de TVA pour 2024, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on peut le rapporter probablement à la baisse des prix de l'énergie importée. Et donc, qui a reflété, puisque les prix de l'énergie ont vraiment chuté de manière importante entre 2023 et 2024. Et encore plus entre septembre 2022 où c'était le pic maximum, et là on est revenu à des niveaux encore plus élevés qu'avant 2019, avant la crise Covid, mais quand même ça reste plus bas que 2023. Donc voilà, l'explication directe pourrait être effectivement la baisse des prix de l'énergie, donc les recettes de TVA moindres en conséquence. D'accord. Et j'ai une dernière question. Le PIB de l'Allemagne s'est contracté de 0,3% en 2023, puis de 0,2% en 2024, notamment en raison d'une crise industrielle. À cela s'ajoute une baisse des salaires réels, une consommation qui stagne, conduisant les Allemands comme les Français à renforcer leur épargne. Comme en France, le solde public s'est dégradé, l'activité est plus mal en point qu'en France en termes de croissance. Et on retrouve finalement dans les deux pays certains symptômes qui sont proches. Donc je m'interroge sur les causes. Pour cette raison, est-ce que vous pourriez d'une part nous présenter la politique fiscale menée ces dernières années en Allemagne et d'autre part nous indiquer les remèdes qui ont pu être proposés ces derniers mois, notamment par exemple dans le débat actuel pour les élections où je crois qu'est remis en question la question de l'équilibre budgétaire forcé imposé par la Constitution et qu'il y a des débats là-dessus. Donc si on pouvait voir un petit point, je serais intéressé. Alors, sur la première question, pourquoi l'Allemagne est en plus grande difficulté que d'autres pays européens, ça s'explique par le fait que son PIB, enfin l'industrie pèse encore très lourd, et l'industrie énergo-intensive également, et des prix de l'énergie particulièrement élevés, plus élevés en tout cas qu'en France encore. Donc voilà, l'industrie a été très impactée par cette crise. Elle est impactée aussi par ce qui se passe à l'extérieur, donc ralentissement. En fait, quand on regarde les indicateurs et les contributions des moteurs traditionnels à la croissance, le commerce extérieur, en tout cas en 2024, a contribué négativement à la croissance allemande. Voilà, donc ça c'est déjà un facteur important. Il y a deux facteurs, c'est le commerce extérieur, une moindre effectivement consommation des ménages, liée aussi à l'incertitude sur l'environnement international, mais aussi interne. Donc j'ai expliqué que depuis 18 mois, et encore plus depuis un an, la dernière année, on avait une coalition qui était assez désunie, pour le dire comme ça, et donc qui n'avait pas justement de réponse équivoque, enfin qui n'arrivait pas à s'entendre sur les réponses qu'il fallait donner à la crise et à la récession que traverse actuellement l'économie allemande, d'où d'ailleurs l'éclatement de cette coalition en novembre dernier. Donc commerce extérieur, et puis aussi sur le plan des échanges internationaux, toutes les incertitudes, voire les craintes sur la montée du protectionnisme, ou non pas seulement des craintes, mais une réalisation de ces menaces.
en lien avec voilà, l'arrivée de Donald Trump aux États-Unis, etc. Donc clairement, le facteur incertitude et tension géopolitique et le fait que le gouvernement de coalition n'a pas trouvé d'accord pour pour prendre des mesures. Il a pris quand même en juillet dernier un paquet qui s'appelait paquet de croissance, mais dont une partie n'a pas été mise en œuvre puisqu'ils n'ont pas eu le temps ou la coalition a éclaté entre-temps. Voilà. Donc je dirais qu'à part, sur le plan fiscal, donc à part, si on reprend la crise, il y a eu des grosses mesures de soutien à l'économie qui se sont manifestées par des mesures de soutien aux ménages à travers la revalorisation de certains minimums sociaux, des compléments d'allocation, logement, etc. Donc ça, il y a eu un bloc soutien direct, je dirais. Et puis, il y a eu un bloc régulation, plafonnement des prix de l'énergie, de l'électricité et du gaz, qui s'est opérationnalisé à travers ce qu'on a appelé le frein au prix de l'électricité, le frein au prix du gaz. Donc ça a eu des effets, donc ça a stabilisé l'économie, certes, qui a enregistré en 2023 une récession, mais qui aurait pu être probablement pire s'il n'y avait pas eu ces mesures qui avaient été mises en place. Voilà, peut-être pour répondre à votre premier volet de questions. Et sur effectivement le frein à la dette, effectivement, il y a un gros débat, enfin depuis d'ailleurs, depuis la crise. D'abord, il a été suspendu donc pour la crise Covid, mais ça c'était tout à fait possible parce qu'il y a une clause dérogatoire pour des événements imprévus, de situations d'urgence qui font que le frein à la dette peut être suspendu. Depuis, ils l'ont réinstauré et donc effectivement, ça les contraint. Et certains veulent le relâcher, d'autres le réformer et d'autres, au contraire, le maintenir. Et je dirais la discipline a été encore renforcée par la décision de Karlsruhe, qui a interprété de manière beaucoup plus restrictive encore le frein à la dette qui n'est écrit. Voilà. Donc aujourd'hui, effectivement, on s'aperçoit que ce frein à la dette qui avait vocation à agir comme un garde-fou sur les finances publiques de l'État, et ça a été le cas, empêche quelque part de réagir au choc conjoncturel. Et donc ce dispositif est actuellement très critiqué. Il est critiqué dans sa rationalité économique, parce que par les économistes, par le FMI, beaucoup de monde, parce qu'il est donc trop strict, il est jugé trop strict pour permettre d'amortir donc des chocs conjoncturels, comme je disais. Et puis il est pointé du doigt aussi pour sa part de responsabilité dans le sous-investissement public structurel du pays. Voilà. Et effectivement, il y a aujourd'hui un débat autour de sa réforme, ou de la manière dont l'Allemagne pourrait retrouver des marges budgétaires, compte tenu du contexte international, notamment aussi pour financer l'effort de défense. Donc il y a beaucoup de pistes de réforme, mais elles supposent pour modifier ce frein à la dette, ça suppose une majorité des 2/3 au Bundestag. Et donc, déjà. Et deuxièmement, d'avoir une coalition qui est d'accord pour aller dans cette direction. Et donc ça, on aura peut-être une meilleure visibilité dans quelques semaines. Merci. Éric Ciotti. Oui, merci Madame conseillère. Vous avez été très exhaustive dans votre présentation, donc je ne serai pas long. Simplement, est-ce que vous pourriez revenir sur ce mécanisme de règle d'or ou de frein à la dette dont on parle souvent en France et qui pourrait constituer demain un modèle ou un exemple?
Merci, monsieur le député. Donc, le frein à la dette, en fait, concerne le niveau fédéral et donc le budget de l'État fédéral. Ce frein à la dette fonctionne de la manière suivante. En fait, il autorise un déficit maximum à hauteur d'un solde structurel qui est de 0,35% du PIB et corriger éventuellement d'une composante dite conjoncturelle qui est un déficit autorisé supérieur en cas de baisse d'activité et un déficit moindre en cas de période d'activité plus positive. Pour simplifier, hein, il y a d'autres facteurs. Il y a d'autres éléments qui rentrent dans le calcul du frein à la dette. Et donc, ce frein à la dette, ce déficit maximal, et donc il ne s'intéresse pas, je dirais, au point d'exécution de la dépense. Il n'y a pas dans ce frein à la dette de prescription sur ce qui est autorisé à faire en dehors ou en plus. C'est les 0,35 structurels concernent toutes les dépenses avec le composante conjoncturelle qui s'ajoute. Cette composante conjoncturelle, par exemple, pour vous donner une idée de comment elle peut jouer en période de récession, a permis en 2024 d'autoriser un endettement de 20 milliards de plus par rapport à 40 qui était prévu initialement. Voilà, ça fonctionne comme cela. Donc, il n'y a pas de prescription sur la dépense. Donc, comme c'est très strict, pour se donner plus de marge, par exemple, face au besoin de financer un effort de défense supplémentaire, l'Allemagne, donc, et le gouvernement en 2022 a constitué un fonds extra-budgétaire, fonds de défense spécial pour la défense, mais de rang constitutionnel. Donc lui-même est une exception à la règle du frein à la dette, mais du même niveau. Ça a dû être approuvé par cette majorité des 2/3 au Bundestag pour pouvoir être constitué. C'est un moyen, évidemment, et donc, du coup, grâce à ce fonds de 100 milliards d'euros, l'Allemagne, d'ici 2027, peut s'endetter pour s'équiper en matériel militaire qu'elle n'aurait pas pu faire sur le budget régulier. Pour vous donner une idée, le budget régulier de la défense est actuellement de l'ordre de 50 milliards, et ce fonds spécial défense dédié aux investissements et à l'acquisition d'équipements pour la défense est de l'ordre de 100 milliards divisé par 4 ans, où ça fait à peu près 25 milliards par an pour l'acquisition de matériel. Donc c'est un complément du budget. Et donc ce fonds est en exception à ce frein à la dette. Donc en gros, ce frein à la dette était tellement contraignant qu'ils ont dû quand même trouver des moyens de le contourner. Il y a deux moyens, comme j'ai expliqué. Un, c'est le suspendre. Et deux, effectivement, d'avoir une majorité des 2/3 pour soit créer un fonds du niveau constitutionnel qui permet lui-même de s'endetter, soit de modifier ses règles elles-mêmes. Mais aujourd'hui, effectivement, comme je disais tout à l'heure, le débat est ouvert, et donc on verra dans quelle direction s'oriente l'Allemagne en fonction du prochain gouvernement de coalition. Une petite précision, donc il ne s'agit que du budget fédéral, pas des administrations de sécurité sociale dans la prise en compte de ce calcul de déficit public, et idem pour les Länder, il n'y a pas la prise en compte des déficits locaux. Alors, si... Votre image a sauté, on ne voit plus que le haut de votre crâne. On vous entend. Ah là, c'est encore pire. Voilà, merci. Voilà.
Eh bien, écoutez, en fait, oui, j'ai omis en fait de dire que dans la règle du frein à la dette, donc il y a 0,35% structurel pour le Bund et en fait 0% pour les lenders. Donc il y avait effectivement dans le frein à la dette, il y a une règle aussi pour les lenders, mais eux, ils n'ont pas le droit de s'endetter. Décision qui a été prise en 2020. Avant, ils avaient encore une marge de 0,15% structurelle d'endettement à laquelle ils ont renoncé. D'accord. Et pour les organismes de sécurité sociale, en fait, le frein à la dette ne s'applique pas, mais ils ont une règle législative qui fait qu'ils ne peuvent pas s'endetter et donc creuser du déficit. Et comment ils font parce que ça arrive quand même qu'ils soient en déficit. Déjà, on l'a vu pour 2024, donc il va falloir quand même... En fait, il y a une règle qui fait que ils constatent un déficit à l'année N, l'année d'après, ils doivent rétablir l'équilibre. Ils ont deux moyens, la hausse des cotisations sociales et un peu la baisse des prestations. Voilà, dans les différents. Et le principal, comme je le disais tout à l'heure, la principale branche où ça dérape, c'est la maladie et un peu aussi la dépendance. Et donc, pour vous donner une illustration de ce que ça veut dire concrètement, face à ce déficit donc, de la branche maladie qui explique donc, le déficit des organismes de sécurité sociale pour 2024, on était obligé de rehausser les cotisations maladie de, je crois, 0,8% pour 2025. Donc, ils ont décidé le 15 octobre 2024, vu l'écart qui ne pouvait pas compenser par des moindres dépenses, de demander aux caisses de sécurité de maladie de relever les cotisations de 0,8%. Voilà. Donc effectivement, on verra si l'année prochaine ça suffit. Il avait déjà relevé en 2023 et ça n'avait pas été suffisant. Très bien, je vous remercie. Merci beaucoup. Mathieu Lefebvre. Merci, Monsieur le Président. Madame, je comprends ce que vous dites, que la situation est tout de même assez différente de la France, puisqu'en réalité, en Allemagne, c'est la prévision de croissance qui était manifestement largement surestimée dans des proportions qui n'ont rien à voir avec celles qui nous occupent ici dans notre commission, puisqu'on parle quand même de plus de 2 points, si je comprends bien, en 2023 et plus de 1,6 points en 2024. Et ma première question est donc la suivante. Est-ce que la dégradation de la prévision en Allemagne est essentiellement liée, si je le comprends bien, à la surestimation de la croissance? Deuxièmement, comment se fait-il que l'Allemagne ne bénéficie pas d'une corde de rappel comme nous, et je rejoins en cela la question du président Coquerel, comme nous avons ici le Haut Conseil des finances publiques qui aide malgré tout le gouvernement à se trouver dans une fourchette qui ne s'éloigne pas énormément du consensus des économistes. Et deuxièmement, est-ce que vous êtes capable de nous distinguer l'effet en recettes et en dépenses de cette surestimation de la croissance? Merci, monsieur le rapporteur. Sur la dégradation de la conjoncture et donc des hypothèses de croissance, c'est quelque chose qui a surpris un peu tout le monde, puisque, encore une fois, quand on a comparé les estimations donc, des grands instituts allemands ou même les instituts internationaux avec la prévision du gouvernement, à peu près au même temps, au même espace-temps, ils étaient à peu près sur les mêmes ordres de grandeur. Donc je crois que voilà, la dégradation de conjoncture a surpris un peu tout le monde. Elle a impacté beaucoup plus, voilà, elle a impacté l'Allemagne de manière beaucoup plus importante que ce que tout le monde pensait au départ. Sur le conseil consultatif, oui, c'est également quelque chose qui personnellement m'a surprise. Ces avis, ces publications passent quasiment inaperçues, et je pense que ça tient au fait qu'il intervient après et non pas avant l'élaboration des documents
liées au semestre européen, donc le programme de stabilité et de croissance jusqu'à présent et le projet de plan budgétaire. Donc, il a un positionnement assez... Il est indépendant, clairement, de par sa composition. Il est composé de la Bundesbank, donc de quelques instituts économiques et du Conseil des sages. Bon, bref, il y a une partie des instituts qui sont représentés et qui donnent donc qui ont les analyses et l'expertise nécessaires. Mais en fait, cela s'exprime aussi à d'autres moments, et c'est peut-être à travers ces autres moments que, je dirais, la comparaison s'effectue et que l'évaluation s'effectue. Le comité de consultatif a lui-même, encore une fois, très peu d'écho vis-à-vis du Parlement, au Parlement ou vis-à-vis des médias ou de l'opinion publique. Et sur la décomposition entre recettes et dépenses? Sur la décomposition entre recettes et dépenses, la dégradation, vous voulez dire, entre ce qui a conduit à ce que le solde budgétaire au final soit un peu moins bon que ce qui était envisagé au départ? C'est cette question-là. Oui. Donc, il y a deux périodes là aussi un peu. Ce sont encore une fois 2 années, vous l'aurez compris, qui étaient très compliquées pour les autorités, je pense pour nous aussi, parce qu'il y a beaucoup de facteurs qui ont joué en même temps, qui se sont imbriqués. Et donc, pour faire la part des choses dans les différents plus et les différents moins, c'est assez compliqué. Donc, je ne voudrais pas dire des erreurs, mais à gros traits, ce que l'on peut expliquer, c'est que pour les recettes fiscales, donc il y a eu de moindres rentrées en 2023 qui s'explique essentiellement par cette indexation du barème de l'impôt sur le revenu qui est intervenue vraiment en fin d'année, c'est-à-dire qui n'avait pas été prise en compte dans les prévisions. Et ça, encore une fois, ça a joué à hauteur de 20 milliards. Et pour le reste, pour 2024, il semble donc que, effectivement, toutes les recettes au titre de l'IR, l'IS et la TVA ont baissé plus que ce qui avait été prévu initialement. Voilà. Donc, on ne peut pas vous donner la proportion de ce qui a pesé plus que l'autre, mais toutes ces recettes ont évolué à la baisse en même temps que la conjoncture. Ce que j'avais dit tout à l'heure, je pense, c'était qu'il y a eu une forte volatilité des recettes fiscales depuis la pandémie, c'est clair. Et si on revient un peu à ce qui s'était passé en 2020 et 2021, on a constaté que les recettes avaient évolué beaucoup plus vite, alors de manière surprenante, avaient évolué beaucoup plus vite que le PIB nominal en 2021. Et donc, ce qui avait surpris les prévisionnistes, et notamment le ministère des Finances, qui n'avait pas anticipé qui avait été surpris de cette évolution contraire à ce qui se passait auparavant. Merci beaucoup. De ce point de vue, est-ce que vous avez connaissance du niveau d'élasticité qui a prévalu avant les années 2023 et 2024 et auparavant? Parce que j'ai le sentiment de ce que vous nous dites que l'élasticité était supérieure à l'unité sur ses principaux impôts avant la crise énergétique et qu'elle était largement inférieure à l'unité à l'issue, ce qui rejoindrait peu ou partie ce qui nous occupe ici en France. On ne peut pas distinguer des données dont on dispose, en fait, les mesures nouvelles et l'évolution spontanée.
Donc, on n'a pas le moyen de dissocier. Et il y a eu quand même pas mal de mesures fiscales qui ont été prises pendant cette année. Donc, c'est très difficile de dire que c'est un dispositif inchangé. Bon, effectivement, on aurait pu dire l'évolution constatée, effectivement, n'est pas celle attendue. Donc, c'est l'élasticité qui a dû être modifiée. On n'a pas cette distinction dans la masse entre ce qui relève des mesures nouvelles qui ont été prises de manière très ponctuelle. Il y a eu beaucoup de mesures qui ont été prises pendant ces 2 années-là. Et du coup, voilà, je dirais que du coup, on n'a pas la possibilité de vérifier si l'élasticité. Mais l'élasticité en 2000, comme vous le disiez, effectivement, était supérieure à 1 pour l'ensemble des recettes fiscales. Merci beaucoup. Et après, encore une fois, 2023-2024, il y a eu des mesures nouvelles qui ont fait qu'on n'est pas capable de distinguer ce qui relève de la dynamique naturelle des mesures nouvelles. Merci beaucoup. Vous avez dit que le contexte économique de crise avait rendu incertaines les prévisions. Est-ce que vous diriez que l'ensemble des facteurs exogènes que vous avez mentionnés, c'est-à-dire une inflation très importante, puis la décélération plus rapide qu'anticipée de l'inflation, peut-être des comportements économiques plus prudents de la part des agents économiques, ont contribué je dirais majoritairement et même substantiellement à la dégradation des prévisions. Autrement dit, est-ce que vous considérez que les facteurs exogènes sont la principale cause de cette dégradation des prévisions? Sans aucun doute, c'est la dégradation et les chocs externes, les prix qui expliquent clairement la dynamique et le comportement des agents économiques. Merci beaucoup. Je reviens sur la question de la dépense, parce que je n'ai pas entendu votre réponse sur la dépense. Est-ce qu'il y a une dégradation de la dépense? J'ai cru voir dans les graphiques, mais ils sont passés assez rapidement, qu'il y avait une dégradation de la dépense centrale, mais moins de la dépense locale. Est-ce que vous pourriez peut-être nous détailler et nous dire si en Allemagne le suivi de la dépense fédérale est aussi précis que le suivi de la dépense locale et de la sphère sociale au sens large? Merci. Alors, pour les dépenses, on a eu effectivement en 2023 les conséquences de la guerre en Ukraine et de la crise énergétique. Ça, c'était au niveau fédéral. Et donc, qui a induit des dépenses supplémentaires, même si, au final, en exécution, moindre que ce qui avait été imaginé. Pour le niveau local, une partie des dépenses sociales notamment, ou des réfugiés, est portée précisément par les échelons locaux, notamment les communes. Donc ça explique que les dépenses sociales aient pesé explique une partie de la dégradation de leur situation financière. C'est le cas aussi pour les dépenses de fonctionnement, avec donc les frais énergétiques qui ont fortement augmenté, et aussi les dépenses salariales, puisque post-2022, les partenaires sociaux ont négocié des rattrapages et des rattrapages de salaires et des revalorisations qui ont du coup se sont répercutés sur les budgets des différents niveaux d'administration, et en particulier, enfin pas en particulier, mais aussi les niveaux communaux. Sur le suivi des dépenses et des recettes, donc les Länder, les communes et les assurances sociales sont responsables du suivi au jour le jour de leurs dépenses et recettes, en fait. Alors, on ne sait pas trop aujourd'hui comment
Non, en fait, ce que je voulais dire, c'est que ça se passe, mais on ne sait pas trop comment. Voilà. Donc, on est sûr qu'il y a un exercice de suivi. Ils ont des remontées. En fait, c'est un État fédéral et la collecte, en fait, des impôts se fait au niveau local, par l'échelon des lenders. Donc, en fait, ceux qui ont la meilleure visibilité en recettes de ce qui se passe pour l'ensemble de l'Allemagne, ce sont en fait les Finanzamt, qui sont des administrations fiscales des lenders. Voilà. Et donc, ils collectent tout cela, et ils font remonter un organisme central, et tout ça prend évidemment un peu de temps, mais on remonte l'information plutôt qu'elle ne descend finalement. Donc, je ne sais pas si ça répond à votre question, mais il y a clairement des dispositifs de suivi, et rien ne laisse penser d'ailleurs que ce au niveau local ou des administrations sociales soit moins efficace que celui qui est fait au niveau de l'État fédéral. Et d'ailleurs, pour prendre l'exemple de l'année dernière, 2024, le dérapage relatif donc, sur les dépenses maladie s'est vu justement en octobre, au moment où il y a cet exercice de prévision pour l'année 2025, et où les organismes de sécurité sociale ont fait remonter où ils en étaient au niveau aussi de la collecte, des cotisations sociales, enfin de leurs différentes recettes, et ont vu, et les dépenses, et ont vu qu'il y avait un hiatus qu'il fallait combler l'année prochaine, voilà, c'est-à-dire en 2025. Donc, ils ont certainement une visibilité en cours de route sur ce qui se passe, mais ils interviennent à des moments précis. Pour les organismes de sécurité sociale, c'est en octobre, par exemple, au moment où ils calculent où ils en sont et s'il y a besoin de réajuster les cotisations sociales. Merci beaucoup. J'ai une dernière question sur la pratique des reports de crédit qui a été beaucoup utilisée en France pour les raisons de comprendre de façon assez logique au moment de la réponse à la crise sanitaire notamment. Est-ce que l'Allemagne a été confrontée à un bouleversement de sa pratique budgétaire à raison de ces reports de crédit? Est-ce qu'elle en est sortie et quelle appréciation portez-vous sur celle-ci? Alors, je connais la pratique des reports, enfin je comprends la pratique des reports de crédit dans les finances publiques françaises. Je suis même familière avec ce qui se passe à ce niveau-là pour les finances publiques allemandes, et donc je vous propose peut-être de revenir vers vous à ce sujet, parce qu'il y a des mécanismes qui sont quand même il y a des mécanismes comptables qui ne sont pas tout à fait d'ailleurs pareils que chez nous. Et donc, voilà, je ne sais pas voilà, je préfère revenir vers vous en ayant vérifié qu'on parle des mêmes notions quand on parlait de report de crédit et qu'on parle de Ausgabe ici, par exemple, ou de réserve. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Merci. Sophie Laurence Roy. Oui, Monsieur le Président, merci. Madame la conseillère, merci. Je me présente Madame Roy, députée de Lyon. Depuis que je vous écoute, alors, il y a une différence essentielle entre la France et l'Allemagne, me semble-t-il, c'est l'existence en Allemagne des lenders. Vous avez dit tout à l'heure que les lenders recevaient les recettes fiscales et les faisaient remonter à l'administration centrale, hein, si j'ai bien compris ce que vous avez dit. En revanche, il y a quand même des questions que je me pose. Les lenders, est-ce que de ce point de vue-là, ils sont équivalents à nos régions en France? Quel est leur niveau d'autonomie fiscale, par exemple? Est-ce qu'ils ont une autonomie fiscale sur la décision de leurs propres recettes fiscales? Vous nous avez expliqué tout à l'heure qu'ils n'avaient, eux, pas plus que la sécurité sociale et pas plus d'ailleurs que les régions de France, l'autorisation d'avoir un déficit. Mais est-ce qu'ils ont une quelconque autonomie fiscale quand ils reçoivent, vous avez parlé tout à l'heure de l'impôt sur les revenus et de la TVA, quand c'est leur service à eux
qui reçoivent ces impôts, ensuite ils les font remonter, ils les font remonter intégralement, ils les font remonter pour partie. Quelle est leur source de financement pour ces lenders? Est-ce qu'il existe un mécanisme ou une organisation qui ressemble à la DGF comme en France? Vous avez parlé également d'un sous-investissement public structurel. Est-ce que ce sous-investissement ne concerne que la République fédérale ou est-ce que ça concerne aussi les lenders? Et si oui, dans quelle proportion? Je pense que vos réponses et la comparaison entre la structure État fédéral et lender et région de France et France pourraient être éclairantes. Vu d'ici, on a le sentiment que les lenders sont plus autonomes que nos régions. Est-ce que c'est vrai ou pas fiscalement? Est-ce que c'est vrai ou pas sur le plan des investissements? Merci d'avance de vos explications. Merci beaucoup, Madame la députée. Effectivement, on est dans un système fédéral et constitutionnel, garanti par la Constitution, avec une très grande autonomie des lenders, politiques et financières. Donc, pour répondre à votre question, quand je disais que ça remonte, la collecte physique, après, et donc ils ont l'information, c'est ça que je voulais expliquer. Et donc c'est eux qui vont remonter l'information de tel impôt à rapporter dans tel lender, et donc tout ça est consolidé ensuite au niveau fédéral. Mais, pour revenir en fait à l'autonomie fiscale, le système, en fait, repose sur des recettes partagées, des recettes attribuées. Alors, par exemple, pour le niveau fédéral, il a des recettes à lui, tout seul. C'est tout ce qui est lié à la fiscalité énergétique. Donc ça remonte, c'est directement des recettes qui vont à l'État fédéral. Pour les taxes communales, elles en ont en propre. Par exemple, elles ont l'équivalent de la taxe professionnelle. Et elles le gardent pour leurs besoins propres. De la même manière, les taxes foncières. On a des taxes régionales, par exemple, qui reviennent uniquement aux lenders. Ce sont, par exemple, les droits de mutation ou de transmission. Et enfin, le gros des taxes, je dirais, est partagé. Et c'est la TVA, l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés qui, en fait, sont répartis selon une clé qui revient à donner 40% et 60% d'heures. Voilà la répartition en masse de recettes fiscales. Il y en a 60 qui vont à l'échelon régional et communal, et le reste au bout, 40-60. Voilà. Donc, il y a un mécanisme de péréquation qui existe, qui est très compliqué, mais voilà. Donc, effectivement, avec des lenders qui ont plus de capacité contributive, donc qui reversent, il y a toute une organisation de transfert. Et tout ça, donc, effectivement, avec cette règle, donc depuis 2020, que de toute manière, cet échelon, l'échelon régional qui est responsable aussi de l'échelon communal sur le plan financier, ne doit pas s'endetter. Même s'il y a, alors évidemment, il y a eu des endettements, il y a eu des villes avec des déficits, Berlin en est une par exemple, et ce sujet est un sujet qui est maintenant posé sur la table, parce que comme on a vu en 2024, les finances locales se sont redégradées pour les raisons de dégradation de la conjoncture et du fait que l'État fédéral a fait peser sur ces échelons des dépenses qui n'a pas compensé financièrement, des dépenses, je dirais, un peu de solidarité sur lesquelles il n'a pas forcément fait les transferts associés. Donc, il a créé des obligations pour les sans recettes, ou alors les collectivités en question devraient décider de rehausser les impôts sur lesquels elles ont un pouvoir décisionnel. Donc, très grande autonomie financière. Et donc, je pense que de ce point de vue-là, on ne peut pas tout à fait, effectivement, comparer ce qui se passe en France, qui est beaucoup plus centralisé,
Ici, pour recomposer, d'où la difficulté, d'où tout cet exercice maastrichtien, je dirais, qui exige une gymnastique particulière, parce qu'il y a quand même des niveaux de décision et de dépenses importants aux échelons régionaux. Je vous remercie. J'ai une petite question complémentaire. Dans l'autonomie que vous décrivez, est-ce qu'il y a une autonomie aussi dans la prise de décision du taux d'imposition? Est-ce que l'impôt sur les revenus est le même pour chaque land ou tous les lenders? Est-ce que c'est la même chose? Vous parliez tout à l'heure, vous disiez, les lenders gardent les impôts fonciers et les DMTO, mais ils sont à quel niveau? Ils sont décidés par qui? Par l'État fédéral ou par chaque pays? Merci. Merci, Madame la députée. Donc, au-delà de l'IS, de l'impôt sur les sociétés, on a donc une taxe professionnelle dont le taux est voté par chaque commune. Donc, en fait, ce taux peut varier d'une commune à l'autre. Donc, il y a quelques variations. Mais on estime en général, enfin, l'impôt sur les sociétés fixé au niveau fédéral est de 25%. Et l'impôt qui vient s'ajouter, qui s'appelle donc la Gewerbesteuer, la taxe professionnelle, peut varier entre 4 et 8%. Donc, il y a des territoires, je dirais, qui ont une imposition pour les entreprises plus importante qu'ailleurs. Ce qui n'est pas le cas pour l'impôt sur le revenu, qui est équivalent sur tous les territoires. Je pense que c'est avec les impôts fonciers et les impôts, enfin les droits de mutation, qui là aussi les taux peuvent varier. Ce sont les échelons locaux qui ont la main et les décisionnaires. Le reste, effectivement, est fixé par la loi. Par la loi votée par le Bundestag et par le Bundesrat, qui représentent les lenders. Aucun impôt ne peut être modifié au niveau fédéral sans accord du Bundesrat, donc de la représentation des lenders. Ce qui s'explique que, puisque une partie, comme on l'a vu, 60% de ces recettes leur reviennent. Donc, si effectivement il y a une modification au Bundestag, il est normal qu'ils aient leur mot à dire au niveau de la représentation des lenders, qui est donc dans le Bundesrat. Merci. Christine Arrigui pour le groupe écologiste. Oui, merci Monsieur le Président. Merci Madame la conseillère pour tous ces éléments qui nous permettent d'ouvrir nos chakras un petit peu en matière budgétaire et économique par rapport à une organisation qui, vous venez de le dire, est complètement différente en Allemagne, État fédéral, par rapport à la France très centralisée. Et donc, du coup, qui nous interpelle sur plusieurs sujets, sur ce qui nous préoccupe par rapport à la question des prévisions. Donc je vais revenir, puisqu'on y était, sur la question des lenders. Donc en matière de prévision, si j'ai bien compris, dans la consolidation des prévisions telles que vous nous l'avez montré dans le schéma initial, est-ce que ce sont les lenders qui font des prévisions par rapport à leur propre budget et ensuite c'est agrégé à un niveau fédéral? Et si c'est le cas, à partir du moment où il y aurait une anomalie de prévision, est-ce qu'il y a une correction qui est faite par le niveau fédéral ou est-ce que chacun garde ses prévisions et chacun garde son défaut éventuellement au moment de la consolidation et du vote du budget du défaut de prévision? Ça, c'est ma première question. Peut-être je vais après poser les autres. Donc, il y a effectivement les lenders, comme je l'avais décrit, sont associés au moment, par exemple, de l'établissement des recettes, sont associés à la construction des hypothèses sur les recettes dans le cadre de cet exercice qui se déroule 2 fois par an, en avril et en octobre. Donc, ça associe bien les représentants des lenders et des communes. Donc, côté recettes. Côté dépenses, ils ont leurs contraintes, donc qui sont d'ordre constitutionnel, donc pas d'embêtement, et ils doivent donc faire remonter cette information au niveau central pour l'établissement des documents maastrichtiens, on va dire, puisque là, on raisonne en toute administration publique confondue.
Et il y a une instance dont je n'ai pas parlé, effectivement, qui s'appelle le Conseil de stabilité, qui associe le niveau fédéral, le ministre des Finances et les ministres des Finances des Länder, qui se réunit 2 fois par an, un peu après l'exercice de remontée du programme de stabilité et du projet de plan budgétaire, et qui regarde, en fait, qui réévalue ce qui est remonté, finalement, un peu ex post, et en regardant deux choses. Est-ce qu'ils sont dans les clous de leur frein à la dette nationale et des règles européennes? Et 2, de regarder sur la durée. Ils ont un exercice aussi de soutenabilité de leurs finances publiques sur 5 ans. Voilà, c'est un genre d'organisme de surveillance par les pairs, c'est-à-dire entre les lenders et avec le Bund, le ministre des Finances, qui croisent et qui, tous sont censés respecter la discipline imposée par le cadre national et le cadre européen. Et c'est là qu'ils repèrent éventuellement des sujets de déséquilibre, éventuellement structurels ou d'endettement. Au dernier, par exemple, Conseil de stabilité qui a eu lieu en décembre, il a été clairement établi, au vu de ce qui s'est passé en 2024, que l'endettement, enfin les communes, dont les finances publiques dans le rouge, il y a un problème d'endettement qui a été repéré depuis un moment, mais qui aujourd'hui, avec la montée des taux d'intérêt, etc., pose question, et pour lequel il y a un dialogue, et quelque part, à un moment donné, il faudra trouver des solutions. Alors, je dirais que ces solutions, elles ne vont pas venir tout de suite, et ça sera certainement le prochain gouvernement qui devra s'attaquer, avec les lenders, qui devra s'attaquer à trouver des solutions pour éviter d'accumuler au niveau des lenders et des communes, surtout des communes, donc, ces déficits nouveaux. Merci. Donc, en fait, il existe une instance, entre guillemets, de dialogue et de régulation tout au long de l'année qui évite tout d'un coup le couperet qui pourrait tomber au moment du projet de loi de finances, comme ça a pu être le cas ici en France, où tout d'un coup on a trouvé la responsabilité des collectivités locales dans le déficit qui pèse sur nous. En Allemagne, cette instance permet d'anticiper cette information, en tout cas d'échanger sur ce sujet par rapport aux lenders et aux communes. J'ai bien compris ? C'est cela, mais surtout en pluriannuel, c'est-à-dire qu'il ne se limite pas à regarder l'exercice de l'année, mais de regarder ça sur le cadre financier pluriannuel, au moins de 3 ou 4 ans. Voilà. Je précise que ces instances de discussion entre les lenders et le niveau fédéral sont multiples. Donc là, on a celle qui s'intéresse aux finances publiques. Mais vous avez donc qui réunit les ministres des Finances des lenders avec le ministre des Finances fédéral. Vous avez les ministres des Transports qui vont leur réunion en tant que de besoin, mais en général, c'est même au moins une fois par an, pour traiter des sujets. Parce qu'il y a une imbrication des financements quand même très fort dans certains domaines. Le premier étant, par exemple, les transports, les transports publics, avec souvent, il y a pas mal quand même de sujets, de décisions qui sont prises à un moment donné et dont les conséquences financières ne sont pas forcément complètement prises en compte pour les uns et pour les autres. Donc, du coup, je dirais que cette instance peut repérer des dérapages, mais je ne crois pas qu'elle ait vocation à intervenir vraiment à chaud, je dirais. Et encore une fois, ce qui importe dans cette discussion, c'est le respect formel du frein à la dette. Et comme on l'a vu, ce frein à la dette,
il a des contournements, des exceptions, et donc c'est pas forcément quelque chose qui va, je veux dire, qui est complètement concordant avec les règles européennes. Et cet écart entre les règles nationales et les règles européennes, il va s'accentuer là dès le prochain cycle, puisque donc effectivement on a mis en place de nouvelles règles budgétaires européennes qui devraient, selon toute vraisemblance, devenir un peu plus contraignantes que le frein à la dette pour des raisons que je peux expliquer, mais en gros, aujourd'hui, le frein à la dette était beaucoup plus contraignant que les règles européennes, d'où tout le monde était concentré sur le respect du frein à la dette, qui s'applique, encore une fois, au niveau fédéral comme au niveau des lenders. Les lenders ayant une capacité d'endettement qui a été ramenée à 0. Et donc, ces règles-là restent jusqu'à éventuellement réforme future. Mais ce qui a changé entre-temps, donc depuis avril 2024, ce sont les règles européennes, budgétaires. Et ce que l'on comprend, c'est que celles-ci vont être beaucoup plus... Désormais, elles vont... Enfin, compte tenu de la conjoncture actuelle en Allemagne, elles vont être certainement beaucoup plus contraignantes que ce qu'en a été jusqu'à présent les règles de Maastricht pour l'Allemagne. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre. Si, parfaitement, ça va se durcir. Donc, deux dernières questions. Une, concernant la question de l'énergie, vous en avez parlé de la variation du prix de l'énergie. C'est ce qui s'est passé en France avec la rente inframarginale qui a, du fait du prix de l'énergie, et parce qu'elle a été, de mon point de vue, mal construite, n'a pas rapporté ce qu'elle a été prévu. Elle devait rapporter entre 12 et 13 milliards, et puis finalement, elle n'a rapporté que 600 millions. Est-ce que vous, en Allemagne, vous avez mis en place un dispositif de cet ordre-là? Et si oui, est-ce que vous avez eu les mêmes déconvenue majeure, puisque nous, c'est ce qui nous a été dit dans le cadre de la commission d'enquête, qu'il y avait eu une déconvenue majeure pour 13 à hauteur de 10 milliards. En effet, c'est plus qu'une déconvenue, c'est carrément un trou abyssal. Ça, c'est ma première question. Donc, est-ce que vous avez mis en place ce dispositif? Et juste une dernière petite question. Si, j'ai bien compris qu'en Allemagne, l'IS était à 25%, mais qu'il y avait également un taux qui se rajoutait de la part des lenders entre 4 et 8, qui faisait qu'en Allemagne, les entreprises peuvent être soumises à un taux d'IS de 29 à 33%. C'est sur ces derniers points, puisqu'on entend beaucoup en France que l'IS serait trop élevé, mais finalement, en Allemagne, où les entreprises sont très compétitives, elles peuvent être soumises à un taux d'IS à 33%. Alors, sur ce dernier point, vous avez parfaitement raison. Donc, la moyenne est quand même, c'est 30%. Quand on regarde les chiffres OCDE, voilà, l'un dans l'autre, c'est donc en gros 25 plus 5. Dans des régions, ça peut être un peu plus, un peu moins. Donc, voilà. Sachez qu'il y a un sur la fiscalité en Allemagne, justement, qui est considérée comme trop lourde pour les entreprises, trop lourde sur le travail. Donc, du coup, je ne suis pas sûre que l'exemple allemand risque... en tout cas, c'est un sujet de la campagne où il y a clairement des partis qui préconisent une baisse de l'IS pour la ramener dans la moyenne des pays européens. Première réponse. Sur le mécanisme dit des bénéfices aléatoires, ça a été appelé comme ça en Allemagne, ils ont effectivement introduit un mécanisme d'écrêtement pour les producteurs d'électricité à partir de toutes les sources d'énergie, y compris donc les renouvelables. En fixant un plafond, et au-delà de ce plafond, l'État prélevait 90% des recettes qui excédaient ce plafond. Et du coup, ce dispositif a été introduit en décembre 2022 et a expiré le 30 juin 2023. Donc, il a eu une durée de vie assez courte et même apparemment problème de paramétrage ou d'estimation,
Au départ, il était prévu que ça rapporte de l'ordre de 20 milliards, si je me souviens bien, 20 milliards. Et au final, il n'a rapporté que 1 milliard. Donc c'est déconvenu plus quand que même, majeur. Voilà, des convenus plus que majeurs qui s'expliquent par le fait que les prix de l'énergie sont redescendus très vite. Et donc, finalement, ça n'a pas donné les recettes prévues, d'ailleurs, qui devaient financer une partie du mécanisme de frein à la dette, donc qui devait protéger les ménages et les entreprises, le frein au prix, pardon, qui devait protéger les ménages et les entreprises de la hausse des prix au-delà d'un certain seuil également. Voilà. Alors, si je peux vous rappeler les ordres de grandeur, sur ces 200 milliards qui avaient été annoncés par le gouvernement en septembre 2022, qui avait fait un peu de bruit en Europe parce qu'on s'était dit l'Allemagne sort le bazooka. En fait, ces 200 milliards étaient là pour financer cette subvention à la consommation pour les ménages, les entreprises, pour l'énergie, le gaz et l'électricité. Mais au final, et puis aussi de financer la stabilisation des marchés de l'énergie, c'est-à-dire des énergéticiens. Il faut se rappeler qu'au plus haut de la crise, l'Allemagne a une Uniper, par exemple, qui n'avait plus de capacité financière à ses engagements d'achat d'électricité pour fournir tous ses clients. Donc, il y a eu un certain nombre de dépenses et d'interventions de l'État pour stabiliser le marché et les énergéticiens en complément de la mise en place de ce frein au prix de l'électricité et du gaz. Et donc, pour résumer, les montants qui ont finalement été décaissés, Entre 70 et 80. sur 120 milliards, imaginez au départ qu'ils devaient servir à protéger contre la hausse des prix, on estime qu'il y en a eu au final entre 70 et 80. 70 et 80 milliards. Sur 200. Sur 200, pardon, sur 200. Donc vous voyez, une partie n'a pas été utilisée parce qu'il n'y avait plus besoin. Je préciserai aussi qu'une partie n'a pas été utilisée par les entreprises parce que le dispositif était trop complexe. Et là, on revient un peu dans le sujet des sujets de complexité administrative qui font que parfois les acteurs économiques renoncent au bénéfice de certains dispositifs parce qu'ils sont trop compliqués. En l'espèce, pour les entreprises, le frein au prix de l'électricité ou du gaz avait beaucoup de conditionnalités qui ont fait que les entreprises, certaines, qui pouvaient se le permettre plus, ont renoncé à en avoir le bénéfice. Merci Christine Arrigui de cette question pertinente sur l'IS. Emmanuel Mondon. Merci. Merci, Monsieur le Président. J'essaierai d'être aussi pertinent. Oui, je suis certain. Madame la ministre conseillère, pardonnez-moi. Effectivement, vous avez pu évoquer au cours de cette audition l'évolution de la situation économique en Allemagne et notamment cette dégradation conjoncturelle qui a surpris, comme vous l'avez souligné, l'ensemble des acteurs. Je voudrais revenir sur les années 2023 et 2024 qui nous intéressent dans cette commission d'enquête. Alors, parallèlement à ce qu'on avait connu au début de l'année 24, l'Allemagne a pris acte d'une phase de ralentissement économique qui a amené le gouvernement à fortement abaisser sa prévision de croissance dès le 21 février 2024. La prévision a donc été révisée de 1,3 à 0,2%. Au final, l'économie allemande a reculé de 0,2%, je crois, en 2024. Même schéma cette année, qui a amené le gouvernement allemand à abaisser le 29 janvier dernier à 0,3% sa prévision de croissance pour 2025 contre 1,1 attendu à l'automne. Alors, au-delà des facteurs conjoncturels et structurels évoqués au cours de cette audition, j'en viens à ma première question. Comment expliquer de tels réajustements répétés dès les premières semaines suivant l'adoption du budget fédéral allemand? N'est-ce pas étonnant? La conjoncture
On peut, on peut effectivement dire que c'est étonnant que, enfin, rétrospectivement, on peut s'interroger sur le pourquoi de cet écart entre au début et à la fin. Je crois que en fait, il y a eu vraiment, enfin, pour l'année 2023 en tout cas, clairement, il y avait cet effet inflation quand même qui a été très fort. Donc 2022-2023, encore 5,9%. Et les prix, encore une fois, les prix de l'énergie, ça a vraiment perturbé l'activité économique. Ça a perturbé les anticipations des acteurs économiques. Et donc, il y avait un pessimisme, et il y a toujours d'ailleurs un pessimisme ambiant qui fait aussi que, enfin, certains ont parlé de prévisions autoréalisatrices s'agissant de la psychologie. Voilà, donc je pense qu'il faut se remettre en perspective à cette époque, c'est-à-dire quand la loi de finances 2023 a été préparée, c'était en fait, c'était en 2022, bien sûr, et elle a été évidemment revue au fur et à mesure, mais comme je l'ai expliqué au début, les hypothèses ne sont pas forcément revues aussi rapidement que ce qui est revu dans les prévisions de conjoncture. Voilà. La situation était très volatile. Voilà, donc on peut dire que voilà, il y a eu une très forte volatilité qui était palpable hein, dans les interactions avec les acteurs économiques. Le gouvernement lui-même qui ne savait pas trop comment allait se passer le prochain mois. Il faut se rappeler qu'en 2023, hiver 2023, en Allemagne, le sujet était de savoir si on allait avoir du gaz ou pas pour se chauffer ou pour faire tourner les aciéries ou les verreries. Donc voilà, je pense que il y avait eu, il y a quand même une part de grosses incertitudes qui a marqué ces exercices 2023 et 2024. Ces récessions, donc cette récession en Allemagne, comme vous l'avez noté, est quand même une exception en Europe. Puisque on est quand même, ça fait la deuxième année de suite, 2023-2024, où on est tombé en territoire négatif et où les dernières indications montrent que 2025 risque de ne pas être non plus très brillant. En témoigne effectivement la prévision du ministre de l'économie, donc qui a été publiée en janvier dernier. Donc plus 0,3 effectivement contre 1,1 à l'automne. Je pense qu'il y a un environnement pour l'Allemagne qui est particulièrement difficile. Alors effectivement, on peut dire pourquoi il n'anticipe pas plus avant, mais de savoir qu'il va y avoir des droits de douane, l'élection de Trump, ou qu'il y a il y a aussi, je crois que ça a beaucoup joué le facteur politique qui était que la coalition Ampel n'a pas réussi à s'accorder sur ce qu'il fallait faire, voilà, par rapport à la dégradation de la situation économique. Tout ça a fait que il y a eu un cercle un peu vicieux, je dirais, sur l'économie allemande. Très dépendante de l'extérieur, encore une fois, très dépendante de l'extérieur. Donc la Chine, l'économie chinoise a un peu ralenti, donc immédiatement ça se répercute sur la situation allemande. Je vous remercie. Je crois qu'on se souvient bien effectivement du contexte très particulier que nous-mêmes nous avons vécu, mais sans doute de manière différente compte tenu des choix énergétiques qui ont été faits par l'Allemagne. Est-ce que ces écarts de prévision, j'insiste bien, écarts de prévision, ont fait l'objet d'une grande attention politique et médiatique en Allemagne, comme c'est le cas dans notre pays? Je ne parle pas du contexte, mais bien des prévisions. Pas du tout. Non. Pour les derniers exercices, c'est le fait que les prévisions étaient
très différente entre le prévisionnel et l'exécuté. Ça n'a pas du tout fait l'objet de débats en Allemagne. Le débat portant plutôt qu'est-ce qu'on doit faire face à cette situation conjoncturelle dégradée, voire aux problèmes structurels révélés par la crise, donc par rapport aux problèmes structurels de l'Allemagne, la question démographique, la question énergétique, évidemment, puisque l'Allemagne a des prix énergétiques. Elle se compare toujours aux États-Unis, 3 fois plus élevés qu'aux États-Unis. La question du sous-investissement, donc de la qualité des infrastructures qui n'est pas forcément au niveau. Donc il y a des problèmes structurels qui sont bien identifiés, et c'est ça qui occupe le débat, y compris aujourd'hui dans la campagne électorale. Comment apporter des réponses à ces problèmes structurels, comment apporter des réponses aux sujets conjoncturels, et pas tellement de revenir sur ce qui s'est passé et pourquoi il y a eu de tels écarts. C'est effectivement une différence probablement avec ce qu'on peut constater en France. Merci. Je voudrais vous interroger sur la manière de construire les prévisions macroéconomiques, fiscales et budgétaires en Allemagne. Vous avez présenté le travail de différents instituts privés indépendants de l'État fédéral allemand. Sont-elles uniquement réalisées par l'administration? Est-ce que des experts indépendants sont sollicités dans la construction des prévisions? Oui, pour les dépenses. Voilà. Donc, merci, monsieur le député. Donc, les experts indépendants sont sollicités lors de l'établissement des prévisions de recettes, donc à 2 moments de l'année, en avril et en octobre, à travers donc ce groupe de travail qui réunit le ministère de l'économie, le ministère des Finances, qui est coordonné par le ministère des Finances et qui réunit les acteurs, dont les instituts de prévision, la Bundesbank, et encore une fois, les représentants des lenders et des communes, et aussi l'Institut de la statistique et aussi la Bundesbank. Donc, tous ces instituts, tous ces prévisionnistes, tous ces économistes sont réunis dans un groupe de travail et discutent ensemble de leurs prévisions respectives. Chacun arrive avec sa prévision, son estimation pour chaque impôt. Et ils la discutent, confrontent leurs hypothèses, et jusqu'à ce qu'ils arrivent à un consensus sur les évaluations. Ça, c'est pour l'exercice recettes. Pour l'exercice dépenses, à ma connaissance, ce processus n'est fait, s'agissant des finances publiques fédérales, donc, ou des lenders, n'est fait que par l'administration en interne. Mais comme je l'ai expliqué, à l'issue de ce processus, donc, les documents qui sont quand même publiés font l'objet donc de comparaison avec ce qui a été publié par ailleurs par les instituts. Donc, du coup, je dirais que pour les dépenses, et donc recettes et dépenses, le solde, il y a ce débat qui peut y avoir autour des prévisions qui sont faites par les instituts indépendants de leur côté et ceux qui sortent du ministère des Finances de l'autre. Et voilà. Et peut-être juste une dernière question. On sait qu'il y a une étroite coopération avec la Cour fédérale des comptes. Et si je pense au travail fait par le Bundestag, est-ce que vous pourriez revenir là-dessus? Parce que je ne suis pas sûr d'avoir bien compris sur le rôle des uns et des autres. Et la force du Bundestag dans le processus. Merci, monsieur le député. Le Bundestag est associé. Le rôle du Bundestag commence une fois que le projet de loi de finances a été adopté en Conseil des ministres, en général, début juillet. Donc, le Bundestag, en commission des budgets,
examine le projet de loi de finances, le discute, fait venir les experts qu'il faut, les auditions qu'il faut sur toute la panoplie des recettes et des dépenses. Et il est informé, plus qu'informé, on lui remet donc en octobre, avant sa deuxième lecture, on lui remet les dernières, le ministère des Finances lui remet les dernières hypothèses de croissance, d'inflation, les dernières hypothèses, et également qui donne également le calcul éventuellement du déficit supplémentaire qui pourrait être justifié par la composante conjoncturelle du frein à la dette. Donc, j'ai expliqué que le frein à la dette résonne en structurel, mais il ajoute une composante conjoncturelle à la hausse ou à la baisse selon le cycle. Donc, à ce moment-là, à partir de cette session d'octobre, de ce comité, il y a un comité qui s'appelle un comité de conciliation, qui donc reçoit du ministère des Finances la nouvelle loi de finances avec ses hypothèses, enfin avec ses calculs et ses chiffres nouveaux, et c'est le Bundestag, et c'est d'abord dans ce comité que se passent en gros les derniers arbitrages politiques et d'arbitrage sur les dépenses, les recettes, pour arriver en général, puisqu'on est dans un fonctionnement avec un Bundestag en temps normal qui a une majorité, qui s'entend pour bien sûr rester dans l'épure du frein à la dette et donc de faire les derniers arbitrages en comptant éventuellement sur les derniers développements en recettes et en dépenses. Donc c'est à ce moment-là, c'est le rôle souverain du Bundestag de finaliser la loi de finances. Une fois qu'il a voté en plénière, certains éléments, notamment les éléments fiscaux, sont examinés au Bundesrat, comme je l'ai expliqué, le Bundesrat ayant son mot à dire sur les recettes partagées et donc sur tout ce qui se passe en termes de mesures nouvelles concernant la fiscalité. Donc, effectivement, s'agissant de la loi de finances fédérale, c'est le Bundestag, à l'issue de l'examen et des dernières réactualisations, qui fait les derniers arbitrages pour le vote du budget. Je vous remercie. Ouais, moi j'ai une dernière petite observation et du coup qui vaut un peu interrogation, c'est que vous dites finalement en Allemagne c'est pas les écarts de prévision qui ont fait débat, mais c'est plutôt la récession pour aller vite, c'est-à-dire le fait que la croissance a été moindre que prévu. Bon. Et je me demande si tout simplement les deux renvoient pas aux mêmes problématiques. Alors parce que soit on pense que c'est circonstanciel, soit on pense que ça interroge un modèle. Moi je suis plutôt du deuxième avis, c'est-à-dire je pense que ça interroge un modèle et que la différence entre finalement la France et l'Allemagne, c'est qu'en période de reflux de l'activité économique, nos déficits quelque part prennent le relais et permettent, parce que s'il y a des déficits, c'est qu'il y a aussi un matelas social qui permet, vaille que vaille, de maintenir une consommation populaire, alors que le modèle allemand de sa croissance est plutôt sur le solde de sa balance commerciale, extrêmement excédentaire, y compris par rapport à ses voisins, et qu'à partir du moment où, pour les raisons que vous avez expliquées, ce solde faiblit, et que le déficit, justement, d'un point de vue même constitutionnel, n'est pas autorisé comme en France, ça se joue sur la croissance, quoi. Et donc je m'interroge de savoir, enfin c'est pas que je m'interroge, moi j'ai un avis, mais du coup j'aimerais bien savoir avoir votre réaction, si c'est pas finalement dans les deux cas le modèle qui est mis en question, avec des signaux qui ne sont pas forcément les mêmes, et des alertes et des indicateurs qui ne sont pas forcément les mêmes. Donc, il y a deux questions. Dans votre question, c'est est-ce qu'il y avait un problème méthodologique? Ça, je n'en sais rien. Et deux, si ces écarts sont justifiés effectivement par la dégradation de la récession,
l'Allemagne, du fait de son système de frein à la dette, n'a pas la capacité d'amortir le choc. C'est le débat qui a lieu actuellement, mais il porte plus que sur du soutien conjoncturel, plus sur la partie structurelle et surtout les investissements. Voilà. Donc je dirais qu'il me semble, en revoyant la séquence, y compris complexe à déchiffrer, parce que vous l'avez vu, il y a eu beaucoup de facteurs externes et internes qui ont joué pour aller dans un sens ou dans un autre, des décisions de la Cour constitutionnelle, enfin, qui ont en permanence remis en cause les hypothèses ou forcé à devoir réviser la trajectoire de la loi de finances. Mais en synthèse, l'élément conjoncturel de ce qui a été mis en œuvre en Allemagne pour faire face à la crise était quand même assez conséquent en termes de montant. Ce qui a manqué, qui manque toujours et qui manquait avant la crise, c'est cet effort d'investissement dans les infrastructures, peut-être dans la recherche, développement, dans l'éducation, qui explique donc cette discipline budgétaire où on voit en période où tout va bien des excédents budgétaires et là où ça va moins bien, certes des déficits, mais qui sont pas qui restent dans les clous, je dirais en tout cas de Maastricht. Voilà. Donc la question que vous posez renvoie vraiment directement à la question aujourd'hui du débat autour du frein à la dette, dont certains, ici, ont qualifié le frein à la dette de frein à l'investissement. Ok, merci. Mathieu Lefebvre, merci beaucoup de votre présence et du temps que vous nous avez consacré. Merci, au revoir. On se retrouve demain à 9h pour Madame Borne, je vous rappelle.